Bonjour, donc je m'appelle Arnaud Boursin, je suis proviseur du lycée professionnel Jean Duroux à Ferrières-sur-Ariège et je suis également membre de la structure fédérative de recherche portée par l'ESPE, l'Université de Toulouse, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La raison de ma présence ici, c'est que j'ai conduit il y a quelques années une expérimentation en vue de lutter contre le décrochage scolaire endémique dans un établissement, dans un collège, et que cette expérimentation a été associée à un projet Comenius et, et le laboratoire de recherche a donc contribué au bon déroulement de ce projet et à la validité des résultats. Les, le, mon changement d'établissement m'a conduit à continuer à travailler sur ces outils et naturellement à les adapter au nouveau contexte. Et enfin, nous avons déposé un projet Erasmus+, qui vise à essaimer et à modéliser les outils que nous utilisons au niveau européen. Donc, le contexte initial, c'est donc un collège de petite taille, 180 élèves, une ex-ZEP rurale, c'est-à-dire un établissement où il y avait à la fois donc des violences, mais aussi un taux de CSP défavorisé supérieur à 50%. J'ai constaté assez rapidement que 20% des élèves étaient en voie de décrochage scolaire, ce qu'on appelle drop-in, hein, c'est-à-dire que, comme le dit Pierre Potvin, qui est un chercheur québécois auquel je ferai plusieurs fois allusion, certains sont sur les bancs de l'école, mais désengagés ou décrochés de l'intérieur, donc d'où l'expression drop-in. Et ce, parce qu'ils sont obligés d'être à l'école. Voilà donc le public sur lequel nous nous sommes focalisés. Par ailleurs, les résultats au DNB étaient très faibles puisque c'était l'établissement qui avait les moins bons résultats, le collège qui avait les moins bons résultats au DNB de toute l'académie. Et il y avait un taux de sortie du système important. Par système, j'entends collège unique, hein, voilà. Alors avec des appellations différentes selon que c'était on partait vers les MFR ou les troisième prépa pro ou le DIMA, enfin tous ces dispositifs qui permettaient en fait, qui étaient des stratégies d'évitement des élèves par rapport à la scolarité en collège. Donc par ailleurs, bon, une résultante de tous ces éléments était un manque d'ambition scolaire patent de la part des élèves, mais aussi des familles. Alors la réponse que nous avons essayé d'apporter, c'était d'avoir tout d'abord une approche systémique du problème, ce que je vais développer par la suite. Euh, Ensuite, donc, nous avons articulé avec cette expérimentation un projet Comenius qui réunissait 7 partenaires, un partenaire belge, un partenaire espagnol, nous-mêmes, un partenaire grec, un partenaire italien, un partenaire roumain et un partenaire turc. Je reviendrai tout à l'heure également sur ce qui a été produit dans le cadre de ce projet. Et ensuite, comme je l'ai indiqué, nous avions un partenariat avec la recherche en éducation, à savoir donc, la structure fédérative de recherche sur l'apprentissage, l'enseignement et la formation portée par l'ESPE. Et puisque nous avions débuté un travail sur le harcèlement compte tenu de la violence qui existait dans l'établissement. Donc le sens de mon propos, ça va être d'expliquer comment on a transposé ce qui avait été fait donc d'une part au lycée professionnel et d'autre part comment nous sommes en cours de développement d'une modélisation dans le cadre d'un projet Erasmus+. Alors, pourquoi une approche systémique? Le phénomène du décrochage scolaire est multidimensionnel, ses causes sont multiples. Il y a des interrelations, des interactions entre les éléments, les actions et les individus, et les causes sont influencées par le milieu environnant et le contexte éducatif produit des effets. Je vais détailler cela un peu plus tard. C'est-à-dire que si ces facteurs contributifs du décrochage scolaire sont pris isolément ou étudiés isolément les uns des autres,
cela ne permet pas d'appréhender dans leur globalité, les mécanismes qui conduisent au décrochage scolaire. Un petit schéma qui va permettre de peut-être d'être un peu plus précis. Donc, vous pouvez constater que nous avons des variables d'entrée, hein, ce sont les carrés vert foncé. Ces variables d'entrée sont des variables qui peuvent être soit endogènes ou exogènes à la scolarité, hein, puisqu'il y a l'individu, c'est-à-dire l'élève, il y a les relations qu'il entretient tant à l'extérieur de l'établissement qu'à l'intérieur de l'établissement, il y a la sphère familiale, il y a l'institution scolaire elle-même, et il y a l'environnement, qui est le quartier, qui peut être les partenaires, les associations, etc., etc. Donc, alors il faut voir cette scolarité, ce pavé jaune, comme une espèce de boîte noire dans laquelle se nouent des interférences entre les variables d'entrée qui produisent des effets sur le déroulement de la scolarité, ces effets pouvant influencer les variables elles-mêmes, ce qu'on appelle la rétroaction. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas ce qui se passe au niveau de l'individu, ce qui se passe au niveau des relations, ce qui se passe. Non, c'est toutes ces données d'entrée, en fait, se combinent, s'influencent les unes les autres. D'où la nécessité de bien les identifier. Ensuite, l'étude de ces phénomènes, ce que nous avons appelé analyse, évaluation, diagnostic, euh, permet de décider de la mise en œuvre d'actions correctives ou préventives. Donc, comme je viens de le dire, le décrochage scolaire, c'est un processus interactif entre l'élève et l'environnement dans lequel il se trouve. Ça se déroule selon un certain temps. Donc, ça, c'est une définition de Fortin, hein, Pierre Fortin, qui est un chercheur canadien. Euh, L'organisation et le fonctionnement du milieu scolaire sont des variables jouant un rôle déterminant sur la volonté de décrocher de l'école, d'où la nécessité de s'intéresser à la qualité de vie, au climat scolaire. Il n'y a pas de profil unique de décrocheur, ni de cause unique qui caractériserait l'élève à risque de décrocher, d'où la nécessité de les identifier, de les repérer. Il est important de considérer le profil particulier de l'élève en difficulté pour accroître la pertinence des interventions, puisque nous verrons qu'en fonction des profils, ce ne sont pas les mêmes interventions qui vont être adaptées. Et enfin, il faut identifier à quel type de décrocheur on est confronté. Alors, il existe des typologies, hein, la typologie de Janos, la typologie de Fortin, celle de Potvin avec d'autres collègues. Euh, je reviendrai aussi sur ces typologies. Donc, si on veut agir de façon efficace, on doit intervenir sur les deux plans. Donc, d'une part, établir un plan d'action concernant l'ensemble du système, et notamment en mettant en place un fonctionnement et une organisation scolaire qui permettent à l'élève de vivre à l'école de manière positive, et ensuite intervenir sur les élèves à risque en fonction de leur profil et de leurs besoins. Si on ne mène pas ces deux démarches en parallèle, on obtiendra certes des succès ponctuels, mais on ne traitera pas le phénomène du décrochage dans sa globalité. Alors, cette diapositive sera suivie d'un zoom, hein, pour plus de lisibilité. Euh, Qu'est-ce qu'on a cherché à montrer? On a cherché à montrer donc d'abord que, comme on vient de le dire, il faut deux plans d'action, un plan d'action pour l'ensemble du système et un plan d'action personnalisé, je dirais. On va passer au plan d'action sur le système. Donc, vous voyez bien qu'il y a une nécessité de pilotage, de suivi, d'évaluation et de régulation, puisque quand on met en place un certain nombre de choses, on doit en mesurer les effets et éventuellement les corriger. J'ai mis des boîtes, je dirais, par commodité de lecture, hein, euh, et le contenu qui vous est proposé n'est pas un contenu exhaustif, c'est un contenu indicatif. Il y a, vous pouvez le voir, interaction entre ces données, c'est-à-dire que lorsqu'on fait bouger
quelque chose au niveau de l'organisation sur l'établissement, ça a d'autres effets. Donc c'est à nouveau cette espèce de boîte noire que vous pouvez identifier, et avec, c'est pareil, ces boucles de rétroaction. Sur le deuxième axe, intervention sur les élèves. Dans la première boîte, donc c'est le même principe, sauf que préalable, pardon, il faut l'étape indispensable qui est donc le repérage des élèves, leur leur caractérisation dans le cadre des typologies. Alors je parlais tout à l'heure des typologies, notamment des chercheurs canadiens. Donc par exemple celle de Michel Janoz catégorise les élèves décrocheurs ou à risque de décrochage en 4 catégories: les discrets, les inadaptés, les désengagés et les sous-performants. Ce sont voilà des thématiques, des boîtes dans lesquelles on les range. Et alors l'intérêt de ces typologies, c'est qu'on nous indique des modalités d'intervention adaptées. Ces nœuds, en fait, correspondent aux priorités d'action dans l'établissement. Si je prends, par exemple, le nœud numéro 50, qui est la place des parents. Vous voyez que quand je vais travailler sur le numéro 50, c'est-à-dire que quand je vais décider de mettre en place des actions relatives à la place des parents dans l'établissement, je vais influencer le 57, le 51, le 52, le 53, le 64, etc., etc., et par ricochet d'autres nœuds. Si je travaille sur le nœud 40, qui est relation élève-adulte, je vais influencer aussi les nœuds 38, 12, 49, etc., etc., etc. Donc d'où l'intérêt d'identifier ces nœuds suite à cette enquête et de pouvoir décider du plan d'intervention le plus adapté, sachant qu'une fois qu'on a identifié ces nœuds, ça permet des interventions et un impact majeur avec, je dirais, un minimum d'énergie, même si ça en demande naturellement. Voilà donc un des aspects de l'enquête vie scolaire qui nous permet de décider des actions mises en place au niveau du système. Donc, pour illustrer tous mes propos, donc deux exemples de plans d'action et d'intervention, un sur l'axe 1, c'est-à-dire le système lui-même, et un sur l'axe 2. Donc, par exemple, on fait l'état des lieux avec l'enquête qualité de vie, donc QVS, que je viens de vous présenter. On analyse les besoins, donc on identifie les pistes d'action, donc ces fameux nœuds, et on définit du plan d'action. Priorisation des actions à mettre en œuvre, parce que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas intervenir sur tout en même temps, et que de toute façon, c'est un processus qui est long et qui se déroule généralement sur plusieurs années. Par exemple, on peut très bien dire qu'on intervient d'abord sur la place des parents, le pavé numéro 1. Donc, on va travailler sur la communication avec les familles. J'ai parlé de blog tout à l'heure, par exemple. On va promouvoir des rencontres positives dans l'établissement, c'est-à-dire qu'on va faire venir les parents pour d'autres raisons que évoquer des résultats scolaires ou des problèmes disciplinaires, ce qui permet de mettre en place un terreau plus favorable justement pour ce genre de rencontres. Et on va aussi associer des parents au groupe de réflexion. On peut par exemple, pourquoi pas, demander aux parents ou aux représentants des parents de réfléchir sur des fiches actions à intégrer dans le projet d'établissement. Ensuite, en ce qui concerne par exemple, on va décider de travailler ensuite sur les difficultés d'apprentissage. Eh ben, on va mettre en place par exemple une formation des cibles locales pour les élèves à besoins particuliers. On va travailler sur des adaptations pédagogiques, sur des scénarios pédagogiques nouveaux, et on va renforcer par exemple l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'établissement. Je le répète, tout ça ne sont que des exemples, naturellement. Et troisièmement, on va vouloir travailler sur l'environnement scolaire au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on va susciter auprès des élèves des projets de décoration ou d'aménagement de l'établissement. On va par exemple travailler aussi sur la sécurisation des abords d'établissement, et on peut très bien développer des projets relatifs à l'hygiène, la propreté, voilà, tout un tas de choses qui peuvent influencer positivement, je dirais, la scolarité des élèves dans la mesure où ils se sentiront bien dans l'établissement où ils se trouvent. Ensuite, l'axe 2, donc les actions individualisées. Donc on va repérer les décrocheurs, donc avec des fiches diagnostiques, des outils prédictifs et des entretiens. Donc ce sont des outils qui ont été mis en place
Dans le cadre de l'expérimentation et du projet Comenius auquel je faisais allusion au début de mon intervention, ces outils ont été adaptés. Naturellement, je vais prendre l'exemple de l'outil prédictif. C'est un outil qui permet de recenser les élèves qui présentent le plus de risques de décrochage, en tenant compte de toutes les variables d'entrée qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, naturellement, certains des élèves repérés comme à fort risque peut-être ne décrocheront jamais, et d'autres qui n'ont pas été repérés décrocheront parce que on sait très bien qu'il suffit, par exemple, d'un divorce pour que les élèves décrochent. Donc, par exemple, l'adaptation de l'outil prédictif, c'est qu'on a pris en compte au lycée professionnel la place du vœu d'orientation, donc chose qui n'était pas prise en compte naturellement au collège, ou encore on a pris en compte la distance du domicile à l'établissement scolaire, c'est-à-dire la durée des transports compte tenu de la fatigue que ça peut engendrer et du temps du temps d'apprentissage qui s'en trouve rogné, hein, du travail personnel. Donc tout ça, ce sont naturellement des points qui n'étaient pas pris en compte au collège, puisque généralement les transports sont relativement proches. Après, on peut travailler aussi sur de l'internat ou pas, etc. Bon. Alors, une fois qu'on a repéré ces élèves, on va les caractériser dans la typologie de référence, et ensuite, on va déterminer des actions à mettre en œuvre en fonction du profil, puisque je disais tout à l'heure que ce soit Michel Janoz ou Pierre Fortin, ont déterminé un certain nombre d'actions adéquates, ou tout au moins adaptées au profil du décrocheur. Donc ici, moi j'ai pris le type d'un décrocheur qui serait caractérisé comme désengagé. Donc le premier carré, c'est soutenir les parents. Donc on va faire de la communication positive avec les parents, on va faire un blog avec eux, ce que j'expliquais déjà tout à l'heure, et on va les qualifier. Alors qu'est-ce que c'est que cette qualification? Ça, c'est un outil qui avait été également produit dans le cadre du projet Comenius et qui visait à permettre aux parents de devenir des parents aidants et d'accompagner les enfants dans leur scolarité. Les parents ont suivi un module en 5 séances le soir, et qui leur a permis de comprendre comment un enfant fonctionnait en termes d'apprentissage, qui a permis de voir quel était le profil d'apprenant de leur enfant, pas il est bon, pas il est mauvais, mais comment il fonctionne en termes d'apprenant, et en conséquence de ce profil, de leur donner un certain nombre de ficelles, je dirais, un certain nombre d'éléments pour favoriser donc l'apprentissage de leur enfant, sans qu'il s'agisse de les transformer en prof de maths ou d'histoire-géographie ou que sais-je. Voilà. Ensuite, nous avons l'accompagnement et la sécurisation, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, créer des ateliers spécifiques en fonction des profils de décrocheurs. On va amener du soutien individualisé, ça peut être des cours en format réduit, ça peut être de l'aide aux devoirs le soir, par exemple à l'internat, et puis ça peut être aussi le tutorat par un adulte. Ensuite, on va essayer de stimuler l'élève. Donc, on va essayer de l'impliquer, CVL, maison des lycéens, etc. On va essayer de lui faire pratiquer des activités parascolaires, notamment, pourquoi pas, dans le cadre de l'école ouverte par rapport au centre d'intérêt qu'il peut avoir, et on va le mettre en situation de réussite, c'est-à-dire que, euh, y compris dans l'évaluation, pourquoi pas, dans un premier temps, le mettre en situation de réussite pour lui redonner le goût aux apprentissages. Et enfin, le quatrième pavé, c'est donner du sens à l'école, donc élaboration d'un projet personnel professionnel qui peut être même une réorientation, pourquoi pas. L'identification de ses points forts, ce sont des points sur lesquels on va s'appuyer pour le faire progresser. Et ensuite, la perception d'utilité de l'école, c'est ce que je expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire lui montrer que il y a plus d'intérêt à poursuivre l'école quand on a un projet clair, précis et dans lequel on s'implique, plutôt qu'à devenir décrocheur. Là encore, voilà, je le disais tout à l'heure, c'est un exemple, hein, naturellement. Donc, c'est un projet qui se déroule sur la période 2016-2019.
qui associe 21 partenaires, donc des laboratoires universitaires, en France et à l'étranger, des écoles, des collèges, des lycées généraux technologiques professionnels de France, de Roumanie et d'Estonie. Il y a également 14 partenaires associés au Royaume-Uni, au Chili, en Irlande, au Portugal, et 6 partenaires sur fonds propres qui sont au Canada, aux États-Unis, en Bulgarie, en Chine et au Japon. Voilà. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que le QVS avait été développé dans de nombreux pays. Euh, L'objectif du projet, c'est donc la diminution probante du nombre d'élèves décrocheurs et l'amélioration significative de la qualité de vie en milieu scolaire. Qu'il s'agisse, ce projet, les principaux résultats attendus du projet, c'est donc l'élaboration de bilans aussi exhaustifs que possible sur le pré-décrochage scolaire, photographie naturellement des établissements partenaires, la validation d'outils de prévention et de lutte essentiellement créés dans le cadre des projets européens et la valorisation de ces outils. Ce sont tous les outils que j'ai évoqués au cours de mon intervention. Le développement et la finalisation d'un logiciel d'aide au dépistage du prédécrochage et du décrochage scolaire qui permettra, ce sera une espèce de, qui débouchera sur une genre d'e-portfolio et qui permettra de savoir pour chacun des élèves, euh, en fonction donc du profil de décrocheur, quelles sont d'une part les actions personnelles qui sont mises en œuvre et d'autre part les actions au niveau du système. Euh, c'est un grand raccourci que je fais là. Hein. Ensuite, il y aura le développement de la base de données qualité de vie scolaire, donc qui permet effectivement dans les établissements de récupérer des profils et des actions et des nœuds d'intervention, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, il y aura la formation des acteurs, puisqu'il y aura formation des chefs d'établissement, formation des enseignants sur l'utilisation de tous ces outils. Et tout cela sera mis en œuvre dans le cadre d'un site internet spécialement dédié au projet. Voilà le message que je souhaitais vous faire passer, c'est-à-dire voilà comment on peut, à partir d'une action locale, déboucher sur une modélisation internationale. Voilà.